Damas, à quelques centaines de mètres de la grande place des Abbassides. Il témoigne de l'usage d'armes chimiques par les forces de Bachar al-Assad. Son témoignage est saisissant, regardez. Même dans les premières heures, on continue à douter. On se dit c'est pas possible. Est-ce qu'ils n'ont pas mis en scène? Enfin vraiment, on a douté jusqu'au dernier moment, jusqu'à se rendre compte que les gens étaient en train de suffoquer comme des poissons sortis de l'eau et de tomber par terre. Ça rétrécit les pupilles, ces produits, ce qui fait qu'on voit très très mal. L'impression décrite par Laurent van der Stock, qui a été lui-même exposé, c'est qu'il avait l'impression de porter des lunettes de soleil. 4 jours après, là au début c'était bien plus grave, 4 jours après il avait encore l'impression que tout était sombre. Randa Kassi, ce témoignage vous surprend-il? On parlait d'un certain nombre d'utilisation de gaz chimique, mais pas du tout à ce niveau-là, même si les auteurs, les journalistes parlent d'un son comme celui d'une canette de Pepsi qui tomberait par terre, pas d'odeur, pas de fumée, pas même un sifflement indiquant l'éjection d'un gaz toxique. Enfin, grave. Oui, c'est surprenant, surtout que c'est en fait, ça vient de la bouche d'un journaliste dans le journal, dans le quotidien Le Monde. À vrai dire, les symptômes, moi j'ai lu le papier, les symptômes ne sont pas vraiment des symptômes dus à une utilisation d'armes chimiques. J'ai eu de la chance, il y a quelques jours, j'étais avec mon ami Jacques Bérez, on est allé pour voir un reportage. C'était une vidéo sur l'utilisation aussi d'armes chimiques à Alep. Alors il y avait des sécrétions nasales, il y avait aussi des convulsions, il y avait pas mal de gestes qui accompagnaient. Alors ce sont plusieurs symptômes qui étaient là. Alors j'ai entendu que même le docteur Jacques Bérez ne pouvait pas prouver, même s'il y croit vraiment que le régime a pu quand même utiliser ces armes chimiques. Mais il a dit que normalement, il n'y a qu'un seul antidote pour s'en sortir vivant. Et cet antidote, ce qui paraît, ne l'ont pas utilisé quand même. Ce journaliste ne l'a pas utilisé. Alors, est-ce que c'est une aussi coïncidence? Il y a un autre argument. Est-ce que c'est une coïncidence que ce papier sort aujourd'hui, avant 3 jours de la discussion entre les dirigeants européens sur la levée d'embargo en faveur des rebelles? Voilà, c'était normalement, ça a été filmé le mois d'avril. Ça se termine à Bruxelles en ce moment. Voilà. Oui. Ça a été filmé en avril. Alors il y a quand même les symptômes là, je crois que sont. Vous niez en bloc a priori. Non, mais moi je pense, on n'est pas d'experts dans cette matière. Le journal Le Monde d'ailleurs dit bien qu'il ne détient pas de preuves irréfutables, mais tout de même les témoignages sont saisissants. C'est-à-dire les indices, ce qu'on appelle indices. Les indices, maintenant s'accumulent dans plusieurs endroits en Syrie. Même hier, exactement à Harasta, près de Damas, on a eu un grand doute d'utilisation de ce qu'on appelle gaz toxique. Jusqu'à maintenant, donc, le problème est le suivant. Le régime syrien, appuyé toujours par son parrain russe, empêche une commission internationale d'être sur le terrain. C'est vrai que le précédent irakien n'est pas encourageant. Mais, quoi qu'il en soit, pour prouver cette affaire, on a besoin d'une enquête indépendante. Mais lorsqu'on voit ce qu'il a fait ce régime dans cette répression massive, depuis qu'il a réprimé les enfants de Daraa jusqu'à maintenant, armes légères, chars, artillerie, puis l'aviation et puis les missiles Scud. Donc un régime qui utilise tous ces outils, il n'est pas étrange qu'il utilise aussi les gaz toxiques, car il se moque de la communauté internationale et surtout de M. Barack Obama. S'il y a quelqu'un qui a vraiment abandonné le peuple syrien à son sort, il ne s'appelle pas ni Poutine ni Khamenei. C'est Barack Obama, car sa politique de recul stratégique empêche le peuple syrien de se défendre. Sophia Amara, vous êtes rendu à Damas il y a quelques mois. Que pensez-vous, vous, du témoignage de Jean-Philippe Rémy? Est-ce que cela vous surprend? Non, pas du tout. J'ai été il y a 2 mois et demi dans le nord Liban, à Tripoli, où j'ai pu voir des victimes qui ont été exfiltrées de la zone de Homs vers le nord Liban pour recevoir des soins. Parmi ces personnes, il y aurait eu, et c'est pour ça que j'ai été sur place, des personnes qui ont été exposées à une mixture de gaz et d'autres produits qui seraient censés perdre
faire perdre à tout chercheur ou tout médecin la trace de ces armes chimiques. Ces rapports ont été remis à des médecins locaux et des ONG sur place leur ont conseillé d'envoyer ces rapports de médecins syriens et libanais qui certes sont dans une zone complètement acquise à la révolte ou à la révolution syrienne. Depuis, plus de nouvelles. Mais non, cette information ne m'étonne pas du tout et je ne la remets pas en cause. Mais certes, il faut, comme M. Fabius l'a exprimé aujourd'hui, il faut que ce soit soumis à une confirmation très stricte avant de pouvoir peut-être pour la communauté internationale se décider enfin à bouger puisque cette ligne rouge semble peut-être avoir été franchie. Alors justement, on va écouter Laurent Fabius qui est encore à Bruxelles au moment où on se parle, où il y a une réunion des ministres des Affaires étrangères en ce moment même. Il semble, d'après les éléments dont nous disposons, que les présomptions, je dis bien les présomptions d'utilisation d'armes chimiques soient de plus en plus étayées. Nous sommes en train de vérifier tout cela d'une manière extrêmement précise et nous nous consultons avec nos partenaires pour voir les conséquences concrètes que nous allons en tirer. Pascal Boniface, votre réaction, c'est plutôt une mise en sourdine de cette utilisation de gaz chimique? C'est vrai que les présomptions d'usage d'armes chimiques par Bachar el-Assad sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus précises et récurrentes. Donc il n'y a pas encore eu de preuves formelles, mais il y a ce qu'on peut appeler un faisceau d'indices qui rendent cette thèse tout à fait crédible. Le problème, c'est que Barack Obama l'avait défini comme une ligne rouge à ne pas franchir, sauf une intervention américaine, mais il n'a aucune envie d'intervenir. Et on peut même penser que pendant très longtemps, les Américains et leurs alliés britanniques ont plutôt mis la pédale douce sur d'éventuelles preuves sur les armes chimiques pour ne pas être pris à leurs propres mots, pour ne pas être pris à leurs propres engagements. Ce qui risque de se terminer, c'est que aucun pays occidental n'a envie d'intervenir militairement en Syrie. Personne ne veut intervenir. Barack Obama est plutôt en train de se retirer. Il veut plutôt solder l'air-bouche d'interventions militaires extérieures qui ont été catastrophiques pour les États-Unis et pour la région par ailleurs, sur le plan stratégique, sur le plan économique, sur le plan humain. Ligne rouge ou pas, donc. Voilà. Et donc, ce qui risque de se produire, c'est que s'il y avait plus de preuves ou des preuves formelles, le débat il porte non pas sur l'intervention, mais sur la livraison d'armes à l'opposition syrienne, sur lequel pour l'instant les pays occidentaux hésitent toujours parce que l'opposition est divisée, parce qu'il y a des gens qui sont considérés comme étant non fréquentables, qu'il y a des précédents dans des cas dans lesquels ces armes se sont retournées contre les Occidentaux. Mais très probablement, ce qui va se produire, c'est l'arrêt de cet embargo sur l'ensemble des armes, des livraisons à l'opposition, que l'opposition, y compris l'opposition laïque, demande parce que ce que disent les opposants laïques syriens, c'est que s'il n'y a pas, il y a une égalité, puisque la Russie, l'Iran et le Hezbollah aident militairement très fortement Bachar el-Assad, que si de l'autre côté, l'opposition n'est pas aidée, eh bien, et qu'on n'aide pas l'opposition pour ne pas donner d'armes aux djihadistes, c'est l'inverse. Ce sont les djihadistes qui, au sein de l'opposition, prennent l'ascendant. Randa Kassis, que pensez-vous je crois vraiment que lever de l'embargo? Enfin, pour l'instant, on n'en est pas là, mais qui... On parle je crois c'est ça. Il faut avoir quand même une certaine responsabilité. Il y a des nombres. Moi, ce que je me soucie des civils qui meurent à chaque fois. C'est eux qui payent le prix. Ce n'est ni les rebelles, ni le régime. Et il faut le dire. Donc vous ne seriez pas favorable à ce qu'il y ait une levée d'embargo? Non, pas du tout, parce que l'armement, c'est pour plusieurs raisons. Je suis contre l'armement. D'abord, parce qu'on a plusieurs questions sur... dans quelles mains vont-elles tomber? Voilà, qui sont ces groupes qui vont être armés? Et deuxièmement, est-ce que ces armes ne vont pas tomber après, à la fin de compte, aux mains des djihadistes ou des islamistes? Deuxième chose, nous savons très bien que armer aussi la rébellion, ça veut dire que la Russie va encore armer, l'Iran encore va s'impliquer encore plus, alors il y aura plus de... Voilà. Oui, mais ils le feront encore plus. Alors on aura plus de destruction, on aura plus de victimes qui tomberont quand même. C'est ça, c'est quand même frappant, c'est-à-dire nous ne pensons plus à ces civils, nous ne pensons plus à la vie, à ces Syriens qui se réfugient quand même. C'est ça ce qui me frappe. Pour l'instant, ils disent qu'ils sont abandonnés, ces civils. Non. Le problème, ce ne sont pas les civils, ce sont les rebelles qui disent ça, ce ne sont pas les civils. C'est une question d'éthique. Nous assistons à la première grande catastrophe du XXIe siècle en Syrie. Il y a quand même de la responsabilité. Il va quand même du sort de ce qu'on appelle cette communauté internationale, de son respect de certaines valeurs.
il y a au moins plus de 100 000 morts en Syrie. On ne sait pas le nombre jusqu'à maintenant de prisonniers, ni le nombre de disparus, ni le nombre d'handicapés. Il y a 1 million de réfugiés. Levée d'embargo sur les armes, est-ce que ça changera quelque chose? Pour moi, le problème, moi je pense, on peut, si on est utopique, on parle comme Randa Kassis, on est contre la violence. Mais malheureusement, dans une folie comme celle-ci, s'il n'y a pas avec des gens donnés les moyens de se défendre, les djihadistes, en fin de compte, vont prendre les dessus et la Syrie va se transformer en foyer djihadiste comme l'Afghanistan et la Somalie, et pire que celui du nord de Mali. L'autre question, c'est ça, pour moi, je pense, que même si M. Obama ne veut pas intervenir, les pays européens, plus la Turquie, plus les pays arabes, peuvent former une certaine force. Je pense, pour sauver ce qui reste de l'État syrien, il faut une intervention militaire limitée contre les centres nerveux du pouvoir, les centres vitaux. Il faut que Bachar al-Assad comprenne que si Obama ne veut pas intervenir, il y a d'autres qui peuvent intervenir sans ce langage fort. Il y aura toujours d'officiers supérieurs. Il y a un projet d'officiers supérieurs syriens, parmi eux des gens réfugiés à Paris, qui peuvent inverser la distance s'il y a une aide internationale. Jusqu'à maintenant, cette aide internationale ne vient pas. Sophia Amara, vous vouliez réagir sur justement la levée possible, probable d'un embargo sur les armes? Oui, tout à fait. Évidemment, c'est la décision de la communauté internationale et c'est le choix des Syriens de savoir s'ils veulent être armés ou non. Cela étant dit, la communauté internationale aujourd'hui se trouve devant un choix bien difficile et qui est la conséquence tout à fait naturelle de son immobilisme pendant plus de 2 ans. C'est-à-dire qu'elle a le choix aujourd'hui entre 2 options qui sont presque aussi mauvaises l'une que l'autre. Soit de laisser ce peuple livré à son sort avec une montée en puissance des djihadistes qui de toute manière sont en action avec ou sans livraison d'armes de la part de l'étranger. Et aujourd'hui, il y a des enfants qui se battent, des enfants de 8, 10 ans qui sont en armes, des femmes aussi, on a pu en voir. Donc de toute façon, le problème est si grave que cette question ne se pose presque plus, hélas. C'est la première option. La seconde, ce serait effectivement d'armer ces combattants et en espérant, là encore, que les armes ne tombent pas entre les mains des djihadistes purs et durs. Ce que je peux vous dire, pour être en contact permanent avec ces gens-là, de par mon métier, c'est que l'armée libre est de moins en moins capable de contrôler des djihadistes ou le front Al-Nusra, par exemple, et qu'eux-mêmes se plaignent de cette situation, c'est-à-dire que, premièrement, ils souhaitent garder le monopole ou être à la tête de ce combat, et ils sont en train de perdre ce monopole justement parce qu'ils sont sous-armés, et que par ailleurs, ils ne veulent pas, une fois que le régime tombe, si toutefois il tombe aussi rapidement qu'ils le souhaitent, retrouver un front Al-Nusra ou en tout cas des bataillons d'Al-Qaïda en Syrie, prendre peut-être le pouvoir ou transformer la Syrie en un véritable bourbier, un second Irak, même si Bachar al-Assad est parti. Alors, un espoir avec cette conférence de Genève 2, Pascal Boniface, ou un coup d'épée dans l'eau, on le saurait à l'avance. Conférence qui vise à asseoir l'opposition et le régime syrien pour tenter de mettre fin à la guerre. Oui, c'est une solution proposée par les Russes. Donc, pour l'instant, le pouvoir syrien a dit d'accord, l'opposition non. Et on peut craindre qu'il ne sorte pas grand-chose de cette conférence. Il vaut mieux le faire, bien sûr, mais les espoirs sont quand même très limités par rapport à ce qui peut sortir de cette conférence, dont on ne sait pas d'ailleurs pour le moment qui y participera réellement, puisqu'il y a encore des interrogations sur les participants à cette conférence. Et on peut y attendre, on attend quelque chose. Randa Kassis, vous, d'avoir le régime syrien d'un côté assis en face d'un représentant de l'opposition, est-ce que ça paraît quelque chose qui irait vers un processus de paix? Malheureusement, ce régime est fort, il faut le dire. Il est fort sur le terrain. Il faut être réaliste, à vrai dire. Je ne suis pas du tout utopique. Je cherche tout simplement la solution.
ou une petite solution qui pourrait quand même nous sortir de cette impasse. Le régime, oui, il est fort, il est criminel, il est tyrannique, il est tout ce que vous voulez, ça on le sait, mais il est fort, il est là sur le terrain, il est en train de gagner parfois, il ne faut pas oublier. Alors il y a aussi d'autres minorités qui le soutiennent, je vais le répéter à chaque fois, ils le soutiennent, ce n'est pas par amour, c'est par crainte, c'est une question de survie. Alors qu'est-ce qu'il faut faire face à tout cela? Est-ce que ces rebelles, vraiment, ne feront pas la même chose? Il n'y aura pas une purification ethnique ou confessionnelle après? Mais c'est ça aussi la grande question. Est-ce qu'il n'y aura pas un massacre si un de côté gagne? Donc qu'est-ce que vous suggérez? Parce qu'il nous reste peu de temps. Moi, ce que je suggère, tout simplement, pour moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a une vraie partition en Syrie. Travaillons sur un projet, tout simplement, autogestion. Les minorités, la communauté alaouite a toujours, de toute façon, même les autres minorités, les Kurdes, voulaient une garantie. La garantie, c'est avoir leur autonomie dans leur région. La partition ou l'autonomie... C'est ce que je crois. Non, ça, c'est pas réaliste. Je vous dis pourquoi. La partition en Syrie, ça signifie une guerre interminable ou même la cantonisation. C'est une fédération. La France a essayé ça en 1925. Ça n'a pas marché lorsqu'elle a été une puissance mandataire. Vous pensez que c'est utopiste, donc? La solution, il faut vraiment faire de sorte de donner la parole aux Syriens. Je pense que dans cette histoire de la conférence de Genève, ce serait quelque chose de déséquilibré d'habitude. Les Russes veulent durer la vie du régime à travers un processus pareil. Les Américains ne sont pas sérieux pour aller vers la solution politique. Il faut imposer la solution, pour moi, par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui donne l'espoir à une Syrie pluraliste avec de garanties pour les minorités, pour toutes les communautés. C'est possible. Il faut agir selon les paris sur une Syrie citoyenne et pas sur une Syrie ni partagée ni communautariste. Une Syrie citoyenne, résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Merci à tous les trois. Merci de Beyrouth à Sophia Amara. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24. Merci.